Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans le petit déjeuner de l'actu. L'Institut Pasteur abandonne ses travaux pour son principal projet de vaccin pour le Covid-19. Où en est la recherche française? On en parle ce matin avec Jean-François Saluzot, qui est virologue, consultant en virologie et développement de vaccins auprès de l'OMS. Oui, bonjour Jean-François Saluzot. Bonjour. On avait des réactions d'auditeurs aussi à notre débat. Donc on va entendre Adam qui patiente depuis quelques minutes et on va vous entendre aussi Jean-François Saluzot. Bonjour Adam. Bonjour. Vous êtes au 0826 300 300. Vous vouliez réagir, notamment nous dire qu'on ne compare pas suffisamment bien les données, c'est ça, entre par exemple la France et la Belgique? En fait, oui. C'était pour dire qu'il y avait quand même des choses qui passaient, des informations qui passaient un petit peu inaperçues en France, mais comme en Belgique. Et puis, c'est très bien que vous ayez un virologue qui pourra peut-être répondre à ce que je vais dire là. Oui. Si vous voulez, il y a une information qui est sortie sur le journal de la RTBF, donc une des principales chaînes francophones belges. C'est sorti, donc vos auditeurs peuvent aller vérifier ce que je dis. La date, c'est le 8 décembre 2020. Oui. Et c'est une information qui est sortie en Belgique, mais qui vient des Pays-Bas. Ouais. Et c'est l'Institut néerlandais de la santé publique et de l'environnement, qui l'a sorti. Et eux, apparemment, ils auraient fait une étude. Donc c'est eux qui conseillent le gouvernement des Pays-Bas. Donc je pense qu'ils sont assez légitimes dans ce qu'ils disent. Ouais. Et en fait, ils auraient sorti une étude qui explique que si les restaurants restent ouverts, le taux de contamination diminue. Oula. Voilà. Et alors, en fait, l'explication que j'ai lue dans l'article, après, j'ai pas pu faire plus de recherches parce que je ne parle pas le néerlandais. L'explication qu'il donne dans l'article, c'est que, en fait, si les restaurants restent ouverts avec évidemment les mesures sanitaires mises en place au sein des restaurants, ça oblige les gens à sortir de chez eux. Et donc, en fait, eux disent que c'est très bien parce que les contaminations se font surtout dans les lieux clos. Le foyer familial étant un des principaux foyers de contamination. Ça c'est vrai en fait de ce point de vue. Après, la difficulté, c'est que il faudrait que partout dans les restaurants, il y ait des mesures en fait assez strictes et les protocoles renforcés. Jean-François Saluzot, peut-être alors on vous appelle avant tout sur les vaccins, mais sur ce que dit Adam là, qui était sorti dans la presse, donc visiblement en Belgique. Écoutez, c'est encore très difficile. Je veux dire, une information de presse, c'est intéressant, mais il faut quand même vérifier les informations scientifiques et qui quand même ont tendance à montrer que dès que l'on regroupe des personnes, en particulier sans port de masque, il y a un risque de transmission. Donc je ne pense pas que ce soit la solution. La solution, c'est respect des règles sanitaires et les restos pourraient être ouverts, mais il faudrait prendre des distances, comme ça s'est fait dans certains pays. Mais évidemment, c'est plus compliqué. Venons-en quand même aussi. Merci à Adam, qui nous appelait de la Marne avec un petit accent belge au passage, qui n'a pas échappé à Cécile de Ménibus. Jean-François Saluzot, l'Institut Pasteur, qui abandonne donc ses travaux pour son principal projet de vaccin contre le Covid. Ça veut dire quoi? Évidemment, c'est très complexe de trouver justement un vaccin et que la recherche française est peut-être un petit peu en retard? Non, je ne pense pas que ce soit un problème de pays ou de nationalisme quelconque. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est difficile habituellement de trouver un vaccin, pour mettre au point un vaccin. Vous savez, il sort un vaccin nouveau tous les 10 ans à peu près. Donc là, par une coïncidence assez extraordinaire, les deux premiers vaccins construits sur le même principe ARN messager donnent des résultats très satisfaisants. Il faut se rappeler quand même que ça fait près de 20 ans que des essais sont faits avec des vaccins ARN messager sans succès. Et là, par une coïncidence assez extraordinaire, les vaccins marchent. Alors en ce qui concerne l'Institut Pasteur a développé un concept, c'est-à-dire ils utilisent le virus de la rougeole comme vecteur de gène. Ils ont une plateforme dédiée à ceci. Eux, l'Institut Pasteur, n'ont pas les capacités pour produire le vaccin. Donc, ils se sont alliés avec un géant de la pharmacie, c'est le laboratoire Merck, qui a constaté que les réponses immunitaires n'étaient pas suffisantes, alors que les effets secondaires étaient négligeables. Donc, si vous voulez, il aurait fallu peut-être travailler plus l'ajustement
de ce vaccin, ce qui se fait habituellement. Mais vu la pression qu'il y a, vu la course qu'il y a, vu le fait qu'il y a déjà plusieurs vaccins sur le marché, il est assez raisonnable pour le laboratoire Merck d'abandonner ce projet. Oui, c'est ça. Alors que Sanofi continue dans le même temps, et Sanofi qui a annoncé que son vaccin pourrait être prêt uniquement à la fin de l'année. Hein. Oui, alors Sanofi, le problème est tout à fait différent. Sanofi a fait un travail habituel, c'est-à-dire qu'ils ont des vaccins qui produisent contre la grippe aux États-Unis. Ces vaccins sont faits selon une nouvelle technologie. Donc, ils ont utilisé cette technologie, l'ont adapté au vaccin du Covid. Ils ont rajouté en plus un adjuvant très puissant développé par la société GSK, GlaxoSmithKline. Donc, ils se sont associés tous les deux. Le concept était tout à fait pertinent. On pensait que ça allait marcher très bien. Malheureusement, visiblement, la concentration en protéines est insuffisante, donc ils sont obligés de reformuler le vaccin. Mais ça, c'est une approche classique de tout vaccin, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive en phase 2, c'est là où on doit reformuler les vaccins, on doit mettre plus, moins, vérifier que les populations âgées réagissent, etc. Par une coïncidence assez extraordinaire, les vaccins ARN messagers, eux, ont trouvé la bonne formulation dès le départ et ont enchaîné avec succès jusqu'au bout. Oui, et ils seront modifiables comme les virus peuvent se modifier, enfin ils peuvent s'adapter également aux variations des virus. Écoutez, là, je crois qu'il faut être très prudent dans cette communication. J'ai entendu effectivement Pfizer qui disait qu'en quelques semaines, il pouvait faire un nouveau vaccin adapté aux variants. Je crois que c'est pas une bonne communication parce que les patients peuvent considérer alors que ça sert à rien de se vacciner maintenant, qu'il faut attendre le vaccin. Non, pour l'instant, soyons très clairs, des vaccins, des virus à ARN stables comme non génétiquement complexes, comme ce virus, comme ceux de la rougeole, etc. Les vaccins existent depuis 50 ans, par exemple la rougeole, les oreillons, la rubéole, alors que des variants apparaissent. Le problème, c'est que personne ne s'intéresse aux variants de la rougeole. Jamais personne n'a lancé une alerte sur un variant de la rougeole. Là, on scrute tellement de près le virus au jour le jour. Le fait qu'il y ait des variants, il y en aura encore, parce que là, vous voyez, il y en a de plus en plus. Et même si vous fermez demain les frontières de la France, vous aurez des variants mieux adaptés à la transmission interhumaine. C'est la biologie naturelle des virus. Donc je crois qu'il n'y a pas à avoir d'inquiétude pour l'instant concernant le vaccin. Il faut continuer et ne pas lancer des craintes supplémentaires. Et AstraZeneca, parce qu'il y a quelques doutes, notamment pour les personnes les plus fragiles et les plus âgées. Alors tout ceci, je pense qu'il faudra le voir sur de larges campagnes. Nous avons participé à une campagne ici de vaccination et c'est vrai que les personnes qui viennent se faire vacciner sont des personnes souvent très âgées. Ça n'a rien à voir peut-être avec ce qui est fait dans les études cliniques. Donc il va falloir vérifier, surveiller ce qu'on appelle la pharmacovigilance de phase 4, l'efficacité de ces vaccins. Il n'est pas impossible qu'on ait quelques surprises. Il faut voir que la population qui se présente sont souvent non seulement âgées, même très âgées, avec des pathologies chroniques importantes, et il est difficile de savoir ce que ça va donner. Oui, et deux mots aussi sur parce qu'on en parle régulièrement sans savoir véritablement s'ils sont très efficaces, des vaccins chinois et russes. Alors, les vaccins chinois, le problème, c'est une technologie très classique, c'est-à-dire ce sont des vaccins inactivés. Les vaccins inactivés, généralement, donnent à 2 doses, doivent donner de résultats tout à fait satisfaisants. Il n'y a aucun problème au niveau des effets secondaires, ça doit donner des résultats tout à fait satisfaisants. Le problème, c'est que les capacités de production sont très limitées avec ces vaccins. Il est très difficile de produire de grandes quantités de ces vaccins, contrairement aux vaccins à ARN messagers. Vous voyez très bien que les Chinois, avec les facilités qu'ils auraient au point de vue logistique, en sont à quelques dizaines de millions de personnes vaccinées, alors qu'il y a 3 vaccins qui sont sur le marché. Je pense qu'ils ont des limites très importantes de production du vaccin. Quant au vaccin russe... On a du mal à comprendre pourquoi des limites de production, connaissant les capacités et les moyens de la Chine. Ben, écoutez, ce sont des vaccins qui sont difficiles à produire, c'est-à-dire que quantitativement, lorsqu'on parle des vaccins inactivés comparables dans le monde, par exemple le vaccin polio, les plus grands industriels peuvent produire jusqu'à 100 millions de doses, mais il est très difficile de produire des milliards de doses. Il faudrait multiplier par X le nombre d'usines, et une usine, c'est quand même une usine pharmaceutique qui répond à des normes très précises, c'est long à construire. Donc je pense qu'ils ont des difficultés aussi en approvisionnement
comme semble avoir d'autres laboratoires. Mais ça, c'est assez classique. Quant aux Russes, c'est un vaccin qui est très proche du vaccin de AstraZeneca, donc le principe est à peu près le même. C'est un vaccin qui, conceptuellement, pourrait être très intéressant. Ouais. Merci beaucoup pour vos précisions. Jean-François Saluzzo, donc virologue et consultant en virologie et en développement des vaccins auprès de l'OMS. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Avec un appel aussi au 0826 300 300 avec Jean qui nous appelle de Doriogne. Bonjour Jean. Oui, bonjour, merci de prendre mon appel. Oui. Moi, je voulais réagir, non pas peut-être directement à ce qui vient d'être dit, parce que c'est très technique, j'en ai pas la compétence. Sur le reconfinement peut-être. Sur ce qui était discuté un petit peu avant, vous savez, sur le débat actuel et peut-être les contradictions. Moi, il me semble qu'on a juste besoin de confiance. On a besoin de confiance. On a besoin que le gouvernement nous inspire la confiance. Je pense qu'on a besoin que le Conseil sanitaire nous inspire la confiance aussi, scientifique, pardon. Et le problème survient dès lors que une personne de ce comité scientifique vient à la télé à une heure d'écoute, on peut imaginer qu'il vient soit avec l'autorisation de venir, soit s'il vient de son propre chef, ce qu'il va dire sera probablement validé par le gouvernement, et il nous annonce quelque chose qui est effectivement assez anxiogène. Le lendemain, un ministre ou le président ou quelqu'un dit autre chose. Donc il faut voir que les Français dont je fais partie qui sont, j'allais dire, soit abreuvés de nouvelles, soit qui choisissent de s'informer un petit peu moins pour peut-être être un petit peu moins inquiétés, ils ne savent plus trop quoi penser. Et moi, ce que je comprends assez mal, c'est qu'on voit finalement se développer, je crois que c'était Elisabeth Lévy qui en parlait, des conflits internes au gouvernement, peut-être entre les autorités scientifiques et politiques à l'extérieur. Alors ça, c'est pas envisageable. Si vous regardez comment fait l'Allemagne, vous avez l'Institut Robert Koch, qui est un peu l'équivalent de l'Institut Pasteur, si vous voulez, qui tient les statistiques d'une part, on y croit, et qui a un discours. Voilà. Et la chancelière et le gouvernement se calent ou ne se calent pas. Mais à partir du moment où on dit c'est politique, la décision est politique, et par exemple la balance coût-avantage est politique, à ce moment-là, je ne vois pas pourquoi un certain nombre de scientifiques continuent à s'exprimer sur des éléments pour lesquels ils n'ont pas de certitude, on l'a rappelé, et qui effectivement ne ressortent plus totalement de leur propre rôle. Donc je trouve que la confiance commencerait par un bon ordre de parole. C'est vrai, pour éviter la cacophonie en fait, Jean, c'est ce que vous dites. Voilà, qu'on nous dise les choses et qu'on puisse y croire. C'est vrai, c'est vrai. C'est une obligation, me semble-t-il, légitime. Oui, complètement. Sachant qu'on est dans une période d'incertitude et que même les scientifiques, eux-mêmes aussi, sont plongés dans cette difficulté aujourd'hui, face à un champ un peu inconnu, évidemment, et donc plus difficile à maîtriser.